Éditorialiste à l'hebdomadaire Challenge, Denis Kessler, vice-président du MEDEF de 1998 à 2002, écrivait en 2007 « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Il est grand temps de le réformer. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place de 1944 à 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Pourquoi un tel acharnement ? Le patronat avait accepté le 5 avril 1928 la mise en place des assurances sociales qui couvrent les risques maladie, invalidité, vieillesse, décès, mais uniquement pour la partie la plus pauvre des salariés, entérinée par la loi du 30 avril 1930. Le salarié et l'employeur cotisent chacun pour 50% sur un compte personnel qui ouvrira des droits, sachant que le salarié n'a le droit de verser que 10% de son salaire dans ses assurances. Pour la santé, les dépenses sont plafonnées pour chaque salarié en fonction de ses versements. La retraite ouvre droit à une rente en fonction de l'argent accumulé sur le compte du salarié. Mais une fois la retraite, le salarié devra continuer à cotiser pour avoir droit à la couverture maladie. Si on appliquait ce système à un salarié d'aujourd'hui, le salarié qui gagne aujourd'hui 25 000 € annuels sur une moyenne de 40 ans pourrait ainsi avoir un acompte personnel de 200 000 €, soit, sur une période de 20 ans, 833,33 € par mois. C'est vers cela que le MEDEF veut revenir. Et il le fait déjà dans les grandes entreprises, via des PERCOS et autres dispositifs. Tous les gouvernements depuis 1958, de De Gaulle en passant par Mitterrand, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron, ont mis en œuvre cette directive du MEDEF. Macron n'a-t-il pas déclaré en septembre 2016 « Le modèle de l'après-guerre ne marche plus. Le consensus politique, économique et social qui s'est fondé en 1945 est caduc. » Il espère, s'il est réélu, réaliser ce rêve du patronat, vieux de 77 ans, casser la sécurité sociale après avoir finalisé la casse du Code du travail, casse entamée par Hollande. Il en va ainsi de ses projets de retraite par points, remis à plus tard pour cause de mobilisation et de situation politique, et de celui sur la sécurité sociale qui ramènerait la France à la même situation que celle des États-Unis. Voici l'échange que tiennent deux militants à ce grave sujet qu'est le devenir de la sécurité sociale. Si on écoute le gouvernement, la CFDT et les médias, la retraite par points, c'est quelque chose de positif. Tout le monde a la même enseigne, plus de régimes spéciaux, il y a une garantie du gouvernement. Les régimes spéciaux, c'est des dizaines d'années de lutte des salariés pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ça existait déjà avant 1945. Avec la retraite par points, on efface toutes ces luttes et ces conquis. Comme par exemple les départs anticipés pour les travaux pénibles, les mineurs, les agents de conduite SNCF, certains postés et bien d'autres. Pourtant, la retraite par points, c'est bien. La retraite par points, c'est l'ouverture à la capitalisation. C'est la fin du système actuel, c'est l'étatisation. C'est-à-dire que les dépenses retraite seraient fixées par l'État, 14% du PIB. Et puis donc, évidemment, la valeur du point. Si ce système avait été appliqué en 2020, toutes les retraites, y compris celles des personnes déjà retraitées, auraient diminué de 9% comme le PIB. Donc, plus de garantie sur le niveau de sa retraite, c'est le gouvernement qui déciderait en fonction de sa politique et on voit ce que cela donne pour les services de proximité. Tu me dis que la loi sur la sécurité sociale est une régression, mais quand on entend parler des médias, ça permet de prendre en charge 100% des soins dentaires, des optiques et de l'audition. En fait, il y a une désinformation complète. Le projet de loi pour la Sécu aggrave la situation. On se dirige vers l'étatisation, ce qui signifie la fin de la Sécu. La proposition de grande sécurité sociale,
c'est ce dont parle Macron, et qui concerne l'assurance maladie, pas toute la sécurité sociale. Hein. Et ça semble alléchant. Hein. Mais le projet, il dit il conviendrait d'accroître les exigences de régulation des dépenses de santé avec comme objectif la maîtrise des dépenses de santé. Il y aurait un panier de soins défini par la Sécu. Mais comme il faut maîtriser les dépenses, et comme on l'a déjà connu pour les médicaments et d'autres soins, les remboursements vont diminuer et le secteur privé, les mutuelles, les assurances vont se régaler. Par exemple, l'hôpital est obligé de gérer le service public comme une entreprise privée. Donc évidemment, chasse au secteur déficitaire et les fermetures de lits. Hein. En 1980, il y avait un lit pour 14 habitants. En 2018, il n'y avait plus qu'un lit pour 270 habitants, soit, tu te rends compte, 20 fois moins. Et puis, malgré le Covid, ça continue. Hein. On méprise le personnel dans la reconnaissance de ses qualifications, enfin, du salaire, l'aggravation des conditions de travail, le burn-out, les démissions, et puis j'en passe. Donc, quand on crée la pénurie dans l'hôpital public, il faudra évidemment se retourner vers les mutuelles et les assurances, et l'objectif est bien là. Tu te rends compte qu'en 2020, près de 40% de la population a dû renoncer à des soins, faute de moyens. Et si on prend dans les couches des populations modestes, c'est 65%. Et puis un autre exemple, celui du déficit de la Sécu. Parlons-en du déficit. Cela fait des années que la Sécu est en déficit malgré la CSG et la RDS qu'on paye tous les mois, et ça continue. Ah oui, parce que c'est un déficit programmé par le patronat et le gouvernement. Oh, c'est facile ça. Bon, attends, je t'explique. Le déficit était de 45 milliards pour 2020. Donc près de 32 cotisations patronales qui n'étaient pas prélevées. En 2021, elles sont de 27 milliards. Et alors, sans que le gouvernement les compense, hein, comme il s'y était engagé, évidemment. D'ailleurs, en 2019, il s'est complètement affranchi de cette obligation. Les exonérations patronales, en hausse, et qui font partie de notre salaire socialisé, et s'élevaient à 60 milliards en 2019, soit 15% du budget de la sécurité sociale. À cela, on ajoute les dépenses Covid, évidemment non compensées, 51 milliards, alors que pour le patronat, les aides n'ont jamais manqué, 200 milliards. L'État fait endosser aux organismes sociaux le montant de la dette Covid. Ce sera l'impôt, la CSG et la CRDS, évidemment, qui devra compenser ces déficits. Et encore, l'étatisation et l'ouverture vers les assurances pour compenser les non-remboursements, encore une fois. Oh là là, mais où va-t-on là? L'objectif, c'est la privatisation de l'essentiel de la sécurité sociale. Le budget de la Sécu, en 2021, c'est 500 milliards d'euros. Le budget de l'État, c'est 385 milliards d'euros. Alors, on comprend mieux l'appétit du patronat, hein. Des assurances et des mutuelles privées, et qui se développent sur la dernière période. Quand la Sécu a été créée, les caisses étaient gérées par les élus des assurés sociaux. Évidemment, pour eux, le bien-être de tous était le seul élément à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est des financiers qui, même en période de pandémie, décident d'affaiblir notre système sans que la plupart des responsables politiques n'interviennent. Mais là, tu me parles de la situation actuelle, mais au départ, ça fonctionnait comment, la Sécu? C'est Ambroise Croizat, ministre communiste et cégétiste du travail, le seul qui ait travaillé en usine, qui a mis en place la Sécu en 1945. Croizat était avant secrétaire général de la métallurgie, CGT, et c'est le rapport de force qui résultait de la résistance et la place très importante que la classe ouvrière y a tenue, qui a permis ça. Le patronat dans son ensemble avait collaboré avec l'ennemi, ce qui fait qu'en 1945, il était vraiment en difficulté et il valait mieux pour lui de se faire oublier. Le Conseil national de la résistance élabora un programme, les jours heureux. Et ce programme fixe 3 objectifs. Chasser l'ennemi du territoire,
épurer l'administration et les entreprises des collaborateurs et appliquer un programme pour reconstruire la France libérée avec les nationalisations des banques, des assurances, d'EDF, Renault, quelques autres et la sécurité sociale. Donc ça s'est bien passé alors? Oui, mais malgré ce rapport de force, la mise en place de la sécurité sociale s'est faite avec l'opposition de la CFTC, de la CGC, nouvellement créée sous l'impulsion du patronat, et du patronat bien évidemment. À cette époque, FO, CFDT et les autres n'existaient pas. De Gaulle s'y était aussi opposé, tout comme les professions libérales. Et à partir de 1945, il a été instauré ce qu'on appelle le salaire socialisé. Les salaires ont augmenté de 40%. 40%, c'est quoi ça? Ça correspond aux cotisations versées. Cet argent est pris sur la création de richesses que réalisent les travailleurs. Ces cotisations rognent les profits de l'entreprise, profits qui vont directement dans la poche des actionnaires. Ah d'accord, je comprends mieux le pourquoi des oppositions. Mais c'est quoi son fonctionnement? La particularité de notre Sécu est son financement. Les cotisations sont prélevées uniquement sur les salaires. Leur collecte ne dépend ni de l'État, comme l'impôt, ni du patronat, mais de l'URSSAF. Son budget, qui est supérieur à celui de l'État, est géré par les représentants des salariés et non par des politiques ni des hauts fonctionnaires. Cela pose deux problèmes à nos dirigeants. Un problème politique, les salariés qui gèrent pour le bien commun, un budget supérieur à celui de l'État, cela pourrait signifier qu'ils sont capables de gérer l'État. Et un autre problème économique, car les sommes recueillies se transforment aussitôt en prestations. Les banques ne voient que le transit des cotisations sans pouvoir les utiliser. C'est les priver de centaines de milliards d'euros pour faire leurs affaires. En fait, tous ces éléments expliquent les raisons profondes de la casse de la Sécu organisée par le patronat et les gouvernements. C'est le seul système sans intermédiaire qui va directement du producteur au consommateur. Ok, tu me dis qu'en 1945, la Sécu elle a été mise en place, elle a été gérée par les salariés avec un budget supérieur à celui de l'État, et qu'aujourd'hui, comment t'expliques quand on nous parle de la casse de la Sécu? Enfin, je comprends pas. Au départ, il n'y avait qu'une seule caisse qui regroupait les différentes branches. La caisse de la Sécu s'est faite selon deux axes. La remise en cause de son organisation et de son fonctionnement, sa structure, et deuxièmement, l'attaque de ses ressources. La première attaque, c'est en 1945. On a remis en cause sa structure avec la séparation de la caisse d'allocation familiale du régime général. Il faut savoir que la CAF, toujours financée à 100% par les entreprises, ça représentait la moitié du budget de la Sécu. Donc ça donnait un trop grand pouvoir aux mains des ouvriers. Et son conseil d'administration comprenait 50% de patrons et 50% d'élus salariés, contre 75% d'élus salariés pour le reste de la Sécu. La seconde attaque correspond à la création de la GIRC en 1947 à l'initiative de la CGC, créant ainsi un deuxième pôle retraite alors que la Sécu était là pour tout prendre en compte. Mais 1947, c'est aussi la scission dans la CGT et la création des FO. Cela va se répercuter au niveau des conseils d'administration. Même si en 1950, au niveau national, la CGT reste majoritaire, dans un nombre de caisses départementales, l'alliance FO, CGC, CFTC, patronat fait que la CGT perd la direction de ces caisses. C'est à partir de ce moment-là que les premiers déficits apparaissent. Mais la création de l'ARGIC, c'était bien une demande des cadres. C'est vrai, mais la caisse des retraites gérait tous les salariés sans exception. C'est bien la CGC et le patronat derrière qui ont fait cette opération. Et la GIRC est une retraite par points dont la valeur a évolué négativement. La troisième attaque est celle de 1960. De Gaulle restreint les droits des présidents et nomme des directeurs chargés de la gestion quotidienne des caisses. L'étatisation est en marche. En 1967, De Gaulle, à nouveau, promulgue des ordonnances. C'est une réorganisation complète du système de protection sociale. Elles instaurent la parité patronat-ouvrier, donc la gestion par les patrons de caisse en alliance avec les organisations syndicales réformistes. Elles réduisent les pouvoirs des conseils d'administration en transférant la plupart des prérogatives aux directeurs des caisses, qui sont, eux, nommés par le ministre. L'étatisation se poursuit. Elle casse la cohésion d'ensemble en scindant la Sécu en 3 branches.
maladie, retraite, allocation familiale. Chacune devra avoir un budget en équilibre sans qu'il puisse y avoir de transfert d'une caisse excédentaire vers une caisse déficitaire. Il crée dans le même mouvement l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargée de répartir et de superviser les fonds récoltés par les URSSAF. L'esprit et la structure mise en place en 1945, une seule caisse gérée par les salariés sans technocrates, est totalement remise en cause. Malgré ça, la Sécu continue à jouer son rôle d'amortisseur des aléas de la vie. Donc malgré toutes les attaques, ça marche toujours. Donc c'était pas si mauvais que cela. Oui, bien sûr. Prenons l'exemple de l'hôpital qui, malgré les attaques, répond toujours aux besoins de la population. Tu as parlé des ressources et du déficit. C'est récent par rapport à l'historique de la Sécu? N'oublie pas que le budget de la Sécu est supérieur à celui de l'État et que le privé, banque et assurance, n'a pas de prise dessus. Pour le privé, seul compte le marché et les profits. Le privé et les gouvernements successifs, depuis 1967, ont volontairement réduit les ressources de la Sécu pour que le privé récupère une part grandissante de cette protection sociale. Durant toutes les années 50, le gouvernement a bloqué les taux de cotisation, alors que jusque-là, c'était les caisses qui décidaient les taux. Blocage des ressources signifie blocage des prestations. Les remboursements sont très inférieurs aux frais engagés. L'autre aspect, c'est la diminution des salaires qui touche notre pouvoir d'achat, mais aussi les cotisations de la Sécu. À cela s'ajoutent le chômage, la précarité, les CDD, l'intérim, par exemple. Depuis 1983, suite aux décisions de Mitterrand de bloquer les salaires, les comptes de la nation montrent que la part des salaires dans le PIB a diminué de 9,3%, alors que celle des profits a augmenté d'autant. Il y a eu transfert des salaires vers les profits. Cela correspond à plus de 100 milliards d'euros par an. Or, 100 milliards de perte de salaire correspond à quelques 40 milliards de recettes en moins pour la Sécu. Ce qui veut dire que si la répartition des richesses était maintenue, il n'y aurait pas de déficit ni pour la caisse maladie, ni pour les retraites. Donc plus de CSG, ni de CRDS. Je te rappelle les exonérations des cotisations sociales jusqu'à 2 fois le SMIC, les dettes patronales, entre 20 et 25 milliards en 2012 selon la Cour des comptes, et les dettes du gouvernement par non-compensation intégrale des exonérations, soit 2,1 milliards en 2019. On peut donc affirmer que le déficit de la Sécu est volontaire de la part du patronat et des gouvernements. Il n'existe que parce qu'ils veulent détruire la Sécu. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel accentue cette situation. La non prise en compte de l'épidémie de Covid, le gouvernement annonce déjà un déficit de 45 milliards, dont 16 milliards d'euros pour le surcoût de soins et 30 milliards d'aides aux entreprises. C'est la suppression ou l'exonération des cotisations patronales du fait du Covid, soit 45 milliards. Comme dit au début du film, la destruction de notre système de santé est bien une volonté politique et économique des gouvernements et du patronat, notamment du CAC 40, qui languent sur ce pactole de 500 milliards d'euros qui leur échappent et qui sont la cause de la situation actuelle et des dangers à venir. Pendant 75 ans, la sécurité sociale, malgré toutes les attaques, a permis de répondre globalement aux besoins de la population dans le domaine de la maladie, de la vieillesse, de la protection sociale. Ce système, unique dans le monde, a montré toute son efficacité. Il s'agit aujourd'hui de reconstruire la sécurité sociale de notre temps sur les mêmes principes qu'en 1945. Ambroise Croizat définissait la sécurité sociale des travailleurs en ces termes. À chacun selon ses moyens, pour chacun selon ses besoins. Nos propositions. Le projet porté par la FNIC-CGT en 2022 de sécurité sociale intégrale est un projet global portant sur la sécurité sociale dans son ensemble. Il est fondé sur le principe d'unité de la sécurité sociale. Il vise à couvrir l'ensemble des risques sociaux, maladies, retraites, familles, mais également le risque de perte d'emploi et la perte d'autonomie. De fait, les mutuelles et autres régimes assurantiels privés n'y ont plus leur place. Les personnels devront rejoindre la sécurité sociale dans un vrai service public. Il est fondé sur le travail et donc la création de richesses, de par son financement par la cotisation sociale, où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, avec pour seul collecteur et payeur la Sécu.
Il implique une transformation complète de notre système de santé, à commencer par supprimer la tarification à l'acte, l'arrêt des exonérations de cotisations sociales, la transformation de la CSG en cotisation sociale patronale salariale et la remise en cause de la médecine libérale telle qu'elle existe aujourd'hui. Une sécurité sociale intégrale fondée sur la démocratie sociale, assise sur des élections d'administrateurs salariés et non sur l'étatisation. Pour la FNIC-CGT et ses syndicats, la FNIC-CGT revendique la mise sous contrôle exclusivement public des secteurs de la santé et de l'action sociale, qui ne sont pas des biens marchands. Cela vaut pour l'hôpital, les centres de santé, les structures associatives, la médecine du travail, etc. La FNIC-CGT et ses syndicats affirment avec fermeté qu'il faut nationaliser l'industrie pharmaceutique. Les médicaments ne sont pas un bien marchand. Ils conditionnent la santé et la vie de milliards d'êtres humains. C'est un bien commun de l'humanité. En matière de handicap-invalidité, la règle générale doit être l'adaptation du poste de travail aux salariés et non le contraire, ainsi que le principe de non-discrimination. Par définition, aucun poste de travail ne doit être fermé aux personnes atteintes d'un handicap. Le taux d'emploi de 6% doit être respecté. La formation professionnelle qualifiante doit être un axe fort pour l'insertion, le maintien dans l'emploi, l'évolution de carrière. La prise en charge des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, dans les cas où cela est nécessaire, doit relever de la sécurité sociale, assurance maladie ou AT-MP, selon les cas. Dans son dernier discours à l'Assemblée nationale, en octobre 1950, Ambroise Croizat déclarait « Jamais nous ne tolérerons que nous soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès.